Oui, merci. La série télévisée donc américaine CSI, Crime Scene Investigation, qui est créée en 2000, il y a donc 13 ans, par Anthony Zwicker sur la chaîne CBS, est diffusée en France par TF1 depuis 2001 sous le titre « Les experts », dont je redirai un mot, décrit un monde habité, hanté par la question du mensonge et de la vérité. Le grand problème des experts, un problème qui au-delà anime la science dite criminalistique, est celui de passer outre le mensonge. Soit cette question, comment être certain ? Comment s'assurer de la vérité ? La question centrale est en effet celle de la certitude. Je dis que c'est la question centrale, c'est-à-dire que ce n'est par exemple pas celle du savoir. Les experts sont une série assez curieuse, parce que c'est une série sur le savoir scientifique, sur la police scientifique et le savoir scientifique, dans laquelle on n'apprend absolument rien. Toutes les scènes purement scientifiques et techniques sont muettes, elles ne sont pas du tout documentées, on ne nous explique jamais ce que font les types en blouse blanche dans leur laboratoire sur leur paillasse, on met de la musique d'ascenseur. Tout est pour les yeux, alors qu'il semble en vérité que tous les gestes accomplis sont réels. Bachelard disait qu'il n'y a de science que du caché, mais là, même la science qu'on nous montre est cachée. C'est au point que cette série sur la police scientifique, qui met le rôle de la science en lumière, a paradoxalement quelque chose d'assez obscurantiste. La police scientifique, qui est, avec la figure du médecin légiste, une des figures qui tiennent aujourd'hui le devant de la scène de l'enquête criminelle, cette série est fondée sur l'axiome « la vérité n'est pas de l'ordre du dire ». Ceci se déduit du célèbre principe de Lockhart, qui est le principe originaire et fondateur de la police scientifique, que je cite, « Nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage ». Ce principe a été formulé donc par Edmond Lockhart, médecin et criminologue, créateur à Lyon en 1910 du premier laboratoire de police scientifique. Et dans le monde anglo-saxon, on nommait d'ailleurs Edmond Lockhart le Sherlock Holmes français. Il est notable que si les sciences criminalistiques sont aujourd'hui dominées par les anglo-saxons, aussi bien en réalité que dans la fiction, leur origine est française. La figure de Lockhart s'inscrit dans la suite de Bertillon, un pionnier donc de l'approche scientifique en matière d'enquête policière, créateur du premier laboratoire de police scientifique sans le titre, et inventeur donc de l'anthropométrie judiciaire comme système d'identification du criminel. Je cite le principe, on ne peut aller et revenir d'un endroit, entrer et sortir d'une pièce, sans apporter et déposer quelque chose de soi, sans emporter et prendre quelque chose qui se trouvait auparavant dans l'endroit ou la pièce. C'est ce qu'on appelle le principe de l'échange, formalisé par Lockhart. Il repose sur l'idée qu'un criminel, à la fois laisse sur les lieux du crime des traces de son passage, les cheveux, fibres de vêtements, empreintes, traces biologiques, etc., et emporte avec lui ou sur ses accessoires des éléments du type terre, ADN, fibres, etc. Telle est donc la porte d'entrée de la criminalistique dans le monde de la criminologie. Du macroscopique au microscopique, du cadavre au grain de poussière, des douilles aux empreintes, tout crime, tout criminel laisse et porte des traces. Ce sont ces traces qui détermineront sa présence et son action sur la scène du crime. On a là le principe générateur de la police scientifique et de la création des laboratoires de criminalistique, des laboratoires de police scientifique, en France LPS, ce qui est le sigle officiel du CSI, donc Crime Lab américain. C'est aussi le principe espérance d'une police efficiente, efficace. Nous découvrirons, je cite, une phrase du personnage central qui est Grinsom dans Les Experts. Nous découvrirons l'assassin, je vous le promets. Il y a toujours un détail, un indice, dit-il donc un jour à la mère d'une victime.
Suivant le principe de Lockhart, on sait désormais qu'il y a des crimes parfaits, qu'il n'y a pas de crime parfait, pardon, que tout meurtre laisse des traces. Vous avez été trahi par Lockhart. C'est une citation de Horatio Kane, chef de la police scientifique de Miami, dans un épisode des Experts. Hommage donc en forme de clin d'œil au maître penseur des experts. Dans son épisode des Experts Las Vegas, Tarantino, qui a donc réalisé un double épisode à la fin de la 5e saison, donc Tarantino va utiliser un principe. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur l'épisode de Tarantino, qui est absolument génial et qui est vraisemblablement, d'une certaine manière, la théologie de la série. Donc dans cet épisode, il va utiliser le principe de Lockhart à l'envers et mettre du coup en œuvre dans un scénario la puissance fictionnelle que contient le principe de Lockhart. Toute trace donne à supposer un meurtre. Donc la saison 5, qui se termine en 2005, se termine par ce double épisode qui s'appelle Grave Danger, Part 1, Part 2. En français, ça a été traduit jusqu'au dernier souffle, qui est réalisé par Tarantino, qui est à la fois donc de l'ordre du chef-d'œuvre cinématographique véritablement, et un regard de vérité sur la série elle-même, et profondément sur l'idéologie scientifique qui l'habite. Il réalise d'ailleurs le seul épisode de la série qui ne se conclut pas par un succès de la police scientifique. Nous parlons ici sous le chef d'une interrogation sur la police entre fiction et non-fiction, et Tarantino met finalement en question la police scientifique en mettant lui en œuvre le pouvoir fictionnel de ce principe, un principe qui n'a pas été prévu, une dimension fictionnelle qui n'a pas été prévue par Lockhart, à savoir que si tout crime laisse des traces, les traces peuvent créer le crime. Ici, les objets engendrent une fiction, une crime story que les policiers vont se raconter. Par pure supposition rigoureuse, les flics deviennent les auteurs du crime, d'une fiction de crime. Manière au passage de rendre patent dans une série qui ne croit qu'au pouvoir de la science, mettre en évidence le pouvoir du langage capable de créer des êtres et des événements. D'une certaine manière, je pourrais dire que Tarantino retrouve ici Lacan, qui a dit, qui énonçait cette formule, la vérité à structure de fiction. La place prééminente prise aujourd'hui par la science et la technique dans l'enquête criminelle ne répond pas simplement de la volonté d'introduire un nouveau moyen adjuvant quantitatif dans la recherche de la vérité, elle est corrélative d'une dévaluation de la parole. Cette dévaluation est radicale. Pour les experts, la parole impose une certitude, une seule. La parole n'est pas fiable. Rien ne peut se fonder sur elle, pas plus les aveux que le reste. La parole est exclue de l'ordre de la vérité. La parole est exclue de l'ordre même de l'expertise. La vérité ne relève pas d'un dire, mais d'un voir, parce qu'elle est dans les choses. En cela, elle est la seule autorité des experts. Ici, les choses parlent. Dans une scène d'un épisode des Experts, un policier se trouve devant le cadavre d'un homme tombé du toit d'un hôtel. Il demande au docteur Grinsom, donc chef du laboratoire de la police scientifique de Las Vegas, qui vient d'arriver, il lui dit « Vous voulez parler à sa petite amie ?» « Non, répond Grinsom, pour l'instant, c'est à lui que je veux parler et il désigne le cadavre. » « Comment vous faites pour parler à un mort ?» dit le policier. « Je dirais plutôt que c'est moi qui l'écoute, dit Grinsom. Et là, il ramasse les lunettes cassées du mort. Vous voyez, là, il vient de me parler. Il vient de me dire qu'il ne s'est pas suicidé. » Le policier répond, « Vous voyez tout ça simplement en regardant une paire de lunettes ?»« Ah, si vous saviez, dit philosophiquement Grinsom. » Incessante conversation avec des objets autour d'un crâne, la série des Experts pourrait figurer une sorte de vanité hypermoderne. Et on mesure là, du coup, en premier lieu, l'équivalence entre le cadavre et l'objet. Ce qui emporte à la fois la levée de la différence des sexes et une complète désacralisation du corps mort dont on voit maintenant les organes découpés, pesés et débarrassés, mais aussi que sous l'œil de l'expert, l'objet comme le cadavre parlent et que eux, contrairement aux vivants, disent donc toujours la vérité. J'ai été frappé par la publicité récente à la radio pour une nouvelle saison de la série, d'une autre série où c'est l'héroïne qui intervient pour dire, donc de cette série qui s'appelle Body
body of proof. L'héroïne donc vient dire, je la cite, « Je suis Megan Hunt, je suis médecin légiste, mon métier, faire parler les morts », dit-elle. Et il m'a été d'ailleurs par ailleurs donné de rencontrer un officier de la police scientifique qui s'appelle Perrine Rogier-Tubert, une femme à la fois éminente et extrêmement sympathique, qui a écrit un livre sur le quotidien d'un officier de police scientifique et qu'elle a intitulé, je cite, « La parole est au cadavre ». Les criminalistes soulignent que l'aveu n'est plus la preuve essentielle et essentiellement recherchée. En fait, depuis la fin des années 80, l'aveu a été supplanté par la recherche de l'indice matériel. Ce fait correspond au développement soudain de la criminalistique, soit l'ensemble des principes scientifiques et des moyens techniques mis en œuvre dans l'investigation criminelle afin de prouver l'existence d'un crime, de déterminer l'identité de l'auteur et d'expliquer son mode opératoire. Cela implique la mobilisation et l'usage d'un large spectre de techniques scientifiques, informatique, médecine légale, anatomopathologie, balistique, toxicologie, graphologie, zoologie, botanique, géologie, minéralogie, entomologie, etc., etc. Bien qu'il soit régulièrement noté, il me semble qu'on n'a pas mesuré pour autant l'ampleur du fait, à la fois par ce qu'il postule et par les conséquences qu'il emporte. À savoir que la substitution de la preuve matérielle à l'aveu, qu'on envisage simplement comme un accommodement à l'époque, dans un glissement progressif, une modernisation et une scientifisation des moyens, ouvrant à plus d'efficacité, ça implique en réalité une rupture essentielle, le passage du pouvoir de la parole au pouvoir des choses. Autant dire que dans la police, on passe du règne des êtres parlants au règne des choses, ce qui, tout en assimilant dans les choses les objets et les morts, emporte avec soi un nouveau régime de la vérité. Je remarque d'ailleurs qu'une nouvelle série, donc celle que je citais, Body of Proof, qui veut dire le corps de la preuve, ce qui serait aussi bien, d'ailleurs, finalement, la preuve du corps, mais je vais en dire un mot. La charge de la preuve est passé de l'aveu donc du criminel, de la parole au corps, à entendre ici comme le cadavre. Le personnage principal que je citais tout à l'heure de la série, le docteur Megan Hunt, était une neurochirurgienne reconnue jusqu'à ce qu'un accident de voiture vienne arrêter sa carrière. Maintenant, elle ne peut plus venir en aide aux vivants que sous la forme d'être médecin légiste. Elle devient du coup la plus célèbre des médecins légistes de Philadelphie. Et je note que bien souvent, les médecins légistes dans les séries sont d'anciens médecins qui, pour une raison dramatique, souvent un échec ou une mort, ont abandonné le cabinet médical pour la morgue. C'est l'histoire par exemple de Lawrence Fishburne dans Les Experts, qui apparaît comme un médecin qui a abandonné la pratique médicale à la suite de la mort d'un de ses patients et qui rejoint la police scientifique, qui devient là de fait pour lui la police des morts. Et il y a un passage des vivants aux morts, mais ce passage est pensé comme un passage de l'incertitude à la certitude. Ce trait récurrent que je mentionnais au départ veut dire exactement une chose précise, que la seule chose certaine, c'est la mort. Je dois aussi indiquer que cette recherche du certain qui pousse vers la mort, ce mouvement qui anime la police scientifique et les séries policières, habite aussi la médecine elle-même. Et elle surgit du coup, en même temps, dans d'autres séries, des séries médicales. Je n'en dirai qu'un mot. Il s'agit, je fais allusion à une discipline nouvelle qui s'appelle EBM, qu'on appelle EBM, qui sont l'acronyme de Evidence-Based Medicine, nommé parfois en français médecine fondée sur des preuves, ou médecine factuelle, ou médecine apodictique. Ce concept a été développé par des épidémiologistes canadiens au début des années 80. Le terme a été introduit en 92 et rayonne désormais dans le monde entier, au point qu'on assiste déjà au déploiement d'un mouvement critique aux États-Unis même. C'est une démarche qui nécessite des étapes. D'abord, la formulation claire et précise d'une question clinique à partir d'un problème clinique donné. Soit la question « que faire ?» Deuxièmement, la recherche d'articles pertinents dans la littérature. La question posée, c'est « quel article ?» 3. L'évaluation systématique de la validité et de l'intérêt des résultats combinée à la mise en forme des preuves dans la pratique médicale courante afin de répondre à la question posée au départ. Une question reste en suspens.
À suivre la procédure étape par étape, est-on assuré d'obtenir une efficacité thérapeutique particulière? Rien ne le garantit dans les faits. Ce qui frappe du coup, c'est que l'EBM propose un nouvel idéal de la médecine qui est en vérité la médecine légale. La référence thérapeutique a perdu sa pertinence, l'acte médical suprême n'est plus la guérison, ce ne sont même plus les soins et le traitement, c'est l'autopsie. Le médecin qui soigne ne peut être tenu que pour un expert, et le seul médecin qui fonctionne comme expert, c'est celui qui travaille sur du certain, c'est-à-dire médecin qui fonctionne que sur du certain, c'est-à-dire celui qui fonctionne sur la mort, puisque la seule chose certaine, c'est la mort. Le primum non nocere de la tradition hippocratique fait place à la recherche de preuves et à la résolution d'énigmes, médicales, biomédicales, épidémiologiques ou policières, peu importe. On voit là qu'il y a une figure qui l'incarne à merveille dans une série éminente qui est celle du Dr House. Finalement, ce mouvement de la science médicale vient en somme incarner, si je puis dire, l'incarnation est problématique là, le rêve d'une médecine sans corps. L'EBM s'est substitué, y compris à la méthode anatomoclinique, qui se fondait dans une clinique du regard sur le cadavre et sur sa lecture. Il n'y a peut-être même plus d'enseignement de dissection, parfois aujourd'hui, dans les études médicales. Je note d'ailleurs qu'une des innovations en matière de médecine légale se situe dans le domaine de l'imagerie, c'est celle dite de la virtopsie, qui est une autopsie virtuelle. Dans une première opération, on réduit donc le corps au corpse, comme on dit en anglais, au cadavre, et ensuite, dans un accomplissement technologique et logique, on va réduire le corpse lui-même, le tas de chair putride, dont on mesure d'ailleurs scientifiquement le degré de putréfaction, on va réduire le corps putride à l'image, le dématérialiser en le virtualisant, en le numérisant. Le cadavre qui entre dans la science est totalement désodorisé. On tient donc avec la virtopsie la nouvelle arme de la médecine légale, de l'autopsie, une sorte d'autopsie sans la main, sans salissure, sans tablier, sans odeur et finalement sans corps. Il est patent que l'EBM suppose que l'image du médecin qui palpe est obsolète. Je le note au passage. Dans un haut lieu de la nouvelle médecine qui est le Karolinska Institute de Stockholm, qui est justement l'institution où se décerne le prix Nobel de médecine, on ne touche plus les malades. Plus de toucher, on va voir les résultats des examens sur ordinateur. La médecine sans corps, c'est le titre d'un livre de Didier Sicard, un médecin qui a dirigé le comité national d'éthique, et je note d'ailleurs qu'il est intervenu, lui, dans le débat récent sur l'euthanasie, par un plaidoyer, je cite, pour la parole des malades. C'est tout cela que cadre le double épisode des experts qu'a tourné Tarantino, dont je parlais. Dans le livre donc, que j'ai consacré aux experts et que notre hôte ici, Claire Secaille, a eu la gentillesse de publier dans sa collection, leur collection au PUF, j'ai stupidement oublié de commenter cette scène hallucinée et hallucinante de l'épisode de Tarantino où deux médecins légistes font une autopsie délirante en se racontant des blagues de carabin et en hurlant de rire. Je m'en veux profondément de cet oubli, en effet. Quoi qu'il en soit, bien qu'on ne compte pas le nombre des morts dans le film de Tarantino, il est éminemment un cinéaste de la parole et de la vie. Ses films d'action sont des jacuzzis de paroles bouillonnantes, des garçons et des filles, souvent des garçons parlant aux filles, mais le plus souvent des filles parlant des garçons, comme on les voit le plus souvent. Au-delà ou en deçà de toute communication, la parole est, chez Tarantino, une jouissance. Pour la police scientifique, la parole est une menace. Une présomption de mensonge, déjà un indice de culpabilité. C'est le revers de la formule de Greensom. Les indices, dit-il, les indices matériels ne peuvent mentir. On pourrait d'ailleurs aussi inscrire à cette place la formule qui, aux États-Unis, servait d'accroche publicitaire à Dexter, une autre série télévisée qui, elle aussi, met en scène un expert, membre de la police scientifique de Miami, un blood pattern expert, un spécialiste des taches de sang sur scène
de crime. La publicité aux États-Unis disait « Blood never lies ». C'est la formule « le sang ne ment jamais », mais évidemment Dexter, lui, le sujet, ment toujours, puisque l'histoire de la série est fondée sur le récit l'histoire d'un expert en médecine légale le jour et qui est tueur en série la nuit, ce qui dit d'une certaine manière quelque chose sur le désir du scientifique et peut-être du policier. Par là, Dexter fait série avec les experts et tous les deux font série ensemble avec une autre série qui s'appelle Lie to Me. Série télévisée créée en 2009 d'après les travaux du docteur Paul Ekman, pionnier dans l'étude des émotions via ce qu'il a appelé les micro-expressions du visage. Le héros de Lie to Me, joué par un acteur tout à fait captivant, d'ailleurs toute la série repose sur son talent, qui est Tim Roth, est un psychologue expert en détection de mensonges nommé étonnamment le docteur Lightman. On le présente comme un détecteur de mensonges vivant, c'est-à-dire qu'il est supposé déceler la vérité dans le corps et uniquement par le regard. La thèse de Lie to Me est « le sujet peut mentir, mais le corps dit toujours la vérité ». Il faut prendre cette thèse dans toute son extension, parce qu'elle signifie non seulement que le corps trahit la vérité, mais que le corps montre toujours la vérité. C'est ce qui fait que de Lie to Me, le pendant des experts. Greensom dit les indices matériels ne peuvent mentir, et le docteur Lightman dit le corps ne peut mentir. Par là, Lightman et le docteur Robbins, le médecin légiste des experts, diraient la même chose. La différence tient à ce que le médecin légiste va voir la vérité dans le cadavre et l'expert en détection de mensonges la voit sur le visage, sans les mains, dans les expressions, les attitudes, juste dans l'image du corps. Les experts comme Lie to Me sont animés, sont hantés par cette question de l'exigence de certitude, et donc de dépister, voire d'éradiquer le mensonge. Ceci est un réquisit de l'expertise, mais aussi en même temps, il faut le dire, une obsession du puritanisme américain. Du coup, l'idée pourrait venir que cette suspicion portée sur la parole et la science qui s'en tire pourrait toucher au traumatisme récent de l'Amérique, qu'a été en particulier le mensonge de Bush sur l'Irak. Le mensonge de Clinton sur le sexe n'a sans doute pas eu un tel effet traumatique sur l'Amérique. Un titre comme Lie to Me invite à caresser cette idée. Et comme il s'agit d'une série qui met en scène un expert qui passe son temps à regarder sur des écrans des gens parler pour débusquer sur leur visage le mensonge de leurs paroles, c'est comme si cette série au fond disait si nous avions su mieux regarder le visage de Bush à la télé, au lieu de nous laisser bercer par ses discours, nous aurions vu qu'il nous mentait, grâce à l'œil de lynx des experts du mensonge. Détail amusant qui est un quasi-witz, un mot d'esprit, il y a un trait d'esprit qui est que sous le titre Lie to Me du générique de la série, une phrase s'inscrit qui précise qu'il s'agit d'une fiction. Jouée par des acteurs brillants, cette histoire de détection scientifique du mensonge et de la vérité donnerait de quoi revisiter à nouveau frais le paradoxe du comédien. En même temps, loin du witz au cœur de Lie to Me, comme des experts, il y a non seulement l'idée que seules les choses et les corps ne trompent pas, mais aussi, peut-être surtout, il y a cette proclamation muette qu'aucun mensonge n'est désormais possible pour les sujets. Qu'aucun secret n'est tenable, que la vérité est visible, toujours, qu'elle est transparente, à qui sait la voir, que nous sommes, nous, désormais, entièrement transparents. Le mensonge est enfin banni de ce monde. C'est la fin de l'ombre annoncée. C'est ici le point de terreur de ces séries qui déclarent à tous, inutile de cacher, de vous cacher, on sait, on saura la vérité, on sait tout, on voit toujours tout. Outre l'idée que rien n'est jamais opaque en soi ou à soi-même, on assiste à la séance d'un super browser qui ne se limiterait pas à dire en pointant du doigt « I'm watching you », mais qui ajoute non seulement « je vous ai à l'œil », mais « je vous vois ». Je vois tout, vous ne pouvez rien me dissimuler, je sais tout. Avec les experts, on n'a plus affaire à la terreur d'une police qui dirait « j'ai les moyens de vous faire parler ». La parole et la violence sont inutiles à cette gentille police des Lumières parce qu'elle a les moyens de tout voir.
Les sujets ne peuvent se soustraire au regard de cet autre omnivoyant, nouveau Dieu scientifique ou du scientisme, c'est-à-dire quelque chose qui serait la science devenue croyance, c'est-à-dire une science qui serait sans impossible. Ces séries sont les symptômes d'un temps du tout visible, d'une transparence absolue, d'un monde où il y a du coup une menace qui pèse sur l'intime. Comme si l'idéologie scientiste de ces séries avait assigné pour but à la science d'éradiquer à tout jamais l'ombre, l'obscur, le mystérieux, l'incompréhensible et donc l'incertain. De ces séries émerge la figure d'un autre absolu, à la fois œil absolu et savoir absolu. Ce sont bien là des séries télé de l'époque des social networks, de Wikileaks et de Wikipédia. Les experts sont la série d'un monde où règne l'autopsie généralisée. Ce que la police scientifique nous déclare à tous n'est pas tant « dormez tranquille, braves gens », comme le disait le policier auparavant, mais « mourrez tranquille, le savoir universel saura tout de vous et tout de votre assassin ». Les experts, c'est la vitrine de la science confiante, maître de la mort et donc de la vie. Merci.